les œuvres de Jordi Bonnet à transporter. Ben, merci. Oui. Il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, écoute, non, Yves, ta sculpture est plus là. Ben, je dis, voyons, tu veux rire, là? Il dit, tu me coupes pas, va voir. Puis là, il y en a un, là, un bien-pensant qui est arrivé en avant de la galerie, là, avec un 2x4, puis il a tout cassé la sculpture, puis il a laissé sa carte, puis c'était un avocat, le gars. Puis il dit, ça, c'est pour le bien du peuple qu'on va détruire l'œuvre, tu sais. C'est comme quand ils détruisent une de mes sculptures, j'en ai eu plusieurs de détruits, tu recommences pas, t'as plus le goût de recommencer ça. Des faits troublants? Des actes isolés? Peut-être pas tant que ça. Quand on parle de scraper l'art, il y a des fois où c'est de l'ignorance. C'est tout simplement parce que plusieurs décennies plus tard, on ne réalise pas la valeur de l'art, la valeur de l'œuvre. La vraie question est, quelle place faisons-nous à l'art dans nos vies, dans notre histoire? En 1954, l'artiste espagnol Jordi Bonnet s'installe au Québec. Il obtient ses premiers contrats d'art public au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où sa production est très florissante. Dans la région, il a été très bien reçu, je pense. Excepté que ses œuvres n'ont pas été peut-être assez connues pour être conservées. Si on prend l'exemple de Dolbeau, où il y avait une belle murale pour le bel téléphone, puis tout ça est disparu. Je leur ai posé la question, j'ai dit, est-ce que l'œuvre de Jordi Bonnet qui était sur votre édifice est toujours existante? Si elle a été retirée, est-ce qu'elle a été conservée? Et là, la dame m'a dit, on a un Jordi Bonnet à Dolbeau. Là, j'ai dit, bien, écoutez, j'ai trouvé des photos, puis dans les archives, tout ça, elle nous mentionnait qu'il y avait une œuvre là. Bon, elle m'a dit, attendez un peu, je vais faire quelques recherches, puis je vous reviens. Puis elle me rappelait après ça 2 jours. Elle m'a dit, écoutez, oui, elle dit, je crois que l'œuvre a été retirée. On a effectivement refait faire le revêtement de l'édifice en 92. Elle dit, je vais vous donner les coordonnées du contracteur. Puis elle dit, tenez-moi au courant. Donc, j'ai appelé le contracteur. Et lui, il me dit, il dit, oh, oui, du céramique, il dit. On les a enlevés, puis on les a jetés dans le conteneur. Alors, je lui ai dit, vous savez que vous avez acheté une grande œuvre d'art, tu sais, d'un grand artiste. C'était le premier temps des recherches spatiales. Puis Jordi avait reproduit dans la façade d'école une immense murale avec des projections astrales. Et je comprends pas qu'il ait emmuré. Les murales qu'il avait faites pour l'hôtel de ville d'Arvida, eux autres ont été massacrés. Les œuvres se détérioraient avec le temps. Normalement, c'était des céramiques. Jordi, il employait des cols dans ces années-là, les cols qui étaient disponibles, mais des fois aussi, il y avait des erreurs techniques comme celle que j'ai récupérée à Arvida. C'est que, comme elle était, il y avait un bassin d'eau, puis le mur sur lequel elles étaient collées, bien, il était un peu poreux, donc il absorbait l'eau, créait de l'humidité derrière les tuiles. Puis, avec les années, bien, il y a des tuiles qui ont décollé puis qui sont tombées dans le bassin. Bon, voyant que les œuvres étaient détériorées parce qu'il manquait des tuiles, ben moi, je suis allé suggérer au maire, à un moment donné, de faire quelque chose avec ça, de les restaurer. Avant d'intervenir, je suis allé rencontrer Jordi, parce qu'on n'intervient pas sur l'œuvre de quelqu'un d'autre sans l'assentiment du mec en question. Je suis allé rencontrer Jordi, c'était super, une belle rencontre, d'ailleurs, un beau bonhomme. Et puis, bon, il m'a donné carte blanche. Il dit, go, vas-y. Puis, il dit, bon, en cours de route, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de tuiles qui manquaient. Je retournais voir Jordi, puis j'avais une idée. Il dit, bon, bien, que Jordi, je peux peut-être faire récupérer une de tes œuvres, puis l'installer à l'intérieur, la transférer. Puis, sur les murales, il dit, si tu veux faire quelque chose, vas-y. Ben, moi, c'était le fun. C'était ma première possibilité de créer une œuvre monumentale, d'ailleurs. Puis j'ai remplacé par des sculptures en acier que j'ai moi-même installées, qui d'ailleurs, quelques années par après, ben, ont subi un autre aléa du fonctionnement des architectes et des Québécois. Ils ont installé une rampe d'accès, puis ils l'ont
carrément ostracisé. Mais l'architecte, au lieu d'installer la rampe d'accès pour handicapés du côté gauche de l'édifice qui n'entravait pas la murale, il est allé l'installer carrément devant 2 des murales que j'avais installées. Il y a quelque part, il y aura une incompréhension de l'œuvre. Mais c'est le genre d'erreur qu'on voit souvent au Québec. L'œuvre qui s'installe, puis à un moment donné, il y a un lampadaire qui vient s'installer devant l'œuvre qui avait été là, puis il n'y a pas de consultation ou avec... Bon, il dit les artistes sont un peu puristes, puis sont un peu memés. Ben oui, mais à un moment donné, c'est du simple bon sens, un simple gros bon sens. Quand tu as une œuvre puis tu as envie d'en profiter, tu vas pas installer une poubelle devant l'œuvre en cours de route. L'expérience que j'ai eue, la plus probante, c'est comme ministre de la Culture au Québec. Puisque au Québec, il y a un programme. On va célébrer son 50e anniversaire, d'ailleurs, cette année, c'est-à-dire en 2011. Et ce programme-là spécifie qu'on doit consacrer 1 % de l'investissement en termes d'infrastructure à l'art public. Parce que c'est toujours, quand tu fais de l'art d'intégration, hein, tu t'intègres ou tu t'amalgames ou tu rentres dans une société, first. Puis après ça, tu rentres dans une boîte qui est délimitée par un architecte, donc qui est en son trip à lui. Fait que là, il dit, bon, j'ai vu ça à telle place. OK. Mais tu le veux comment, là? Comme exemple, à Montcalm, là, il dit, ouais, le mur à 8 pieds par 10 pieds. 8 pieds de large, 10 pieds d'eau. Ouais, OK. Y a-t-il une machine à coke qui va rentrer là? Non. Ben, OK, ben, je sais pas, je m'informe d'avance. Si tu me dis qu'il y a une machine à coke, il y a 2 fauteuils, c'est pas après ça une place pour mettre les revues, ben, mettons, je vais te penser quelque chose en bandeau au plafond, tu sais. Mais je vais t'en faire une, pareil. Mais si tu me dis que c'est moi qui ai la place, en principe d'honneur, ben là, je vais te la meubler. L'artiste Suzanne Tremblay a créé cette œuvre pour l'aérogare de Bagotville, au Saguenay. Cherchez-la maintenant. Les nouvelles normes de sécurité ont rendu l'œuvre méconnaissable, presque dépouillée de son sens premier. L'art public, si c'est tout simplement une œuvre que l'on garde dans un petit coin bien caché, pour moi, d'abord, c'est un gaspillage. Et deuxièmement, ben, c'est pas vraiment l'intention propre du programme. C'était aussi pour, je dirais, embellir. Parce que l'art public, c'est ça aussi. Il y a un côté là-dedans esthétique. Il y a un côté aussi qui peut déranger. Il y a un côté qui appelle à la discussion. Mais c'est aussi pour engager une conversation entre les citoyens qui doivent bénéficier de cet art-là. Je me demande où sont rendues les tuiles que j'ai récupérées, que j'ai toutes mis numérotées dans les boîtes. Ils sont peut-être rendus au vidange ou dans le fond du sous-sol de l'hôtel de ville, puis c'est un coin perdu, je ne sais pas. On a découvert où étaient cachées les céramiques de Jordi Bonnet de la mairie d'Arvida. Elles n'ont pas été jetées, elles ont été remisées. C'est vous, hein, pour les céramiques, oui? Oui, c'est moi. Hey. Bonjour, Sylvain. Ils sont ici, ça a l'air. Oui, en bas, ils sont serrés. Ça fait plusieurs années, ils sont en bas, ouais? au fond. Tu voulais voir ça? Bien, je suis certain. On va aller voir Certainement. C'est l'ancienne mairie de Kenogami. L'ancienne mairie, oui. Les pompiers et les policiers étaient aussi. Ah ouais? Oui. On va aller vous montrer ça. OK. Ça va être dans ce coin-ci. Ils sont serrés, ça fait... C'est le résultat. Ah ben, Caroline, je peux pas croire. Ils sont tous là au complet? C'est supposément. Il y a trois pans de mur. Écoutez, moi, il faut que j'y touche, là, pour être sûr et certain. Ben oui, Puis à l'école aussi, Maria Chapdelaine, je sais pas si vous l'aviez photographiée, celle-là. Non. Je ne l'ai pas photographiée, mais quand j'ai voulu y aller à la photographie, elle était déjà défaite. Si, bien, il y en avait une œuvre de Jordi Bonnet qui était là, toute l'espèce de gros rectangle qu'on voit là. Puis, elle a été retirée, mais je crois qu'elle avait été transférée au musée du Mont-Saint-Hilaire. Il s'est produit un problème de structure sous l'œuvre et ils ont été obligés de la retirer.
Et ils ont entreposé les morceaux dans des caisses, les caisses que nous avons maintenant. Il y a plus de 120 caisses de petites tuiles de céramique qui mesurent 4 pouces par 4 pouces chacune, qui sont numérotées, mais dont on ne connaît pas le code, finalement. Ça fait au total 30 pieds de haut par 150 pieds de large. J'ai eu la chance de connaître cette œuvre parce que j'ai déjà eu un atelier à Jonquière quelque temps quand je suis arrivé au Québec et j'ai pu apprécier cette murale sans connaître à l'époque l'artiste. Alors pour moi, il y a un petit peu d'émotion avec cette œuvre-là, de la retrouver aujourd'hui, d'en être à quelque part un petit peu le protecteur en attendant que l'on puisse la remonter parce que malheureusement, vous voyez, il y a des pièces qui sont brisées et le jour où nous voudrons remonter la murale, eh bien, ça sera énormément de travail. C'est la maquette d'une sculpture qui a été réalisée à l'époque du symposium de Chicoutimi en 80. J'ai réalisé un film pendant cet événement-là sur la sculpture. C'est le hasard qui... Je me suis retrouvé devant cette œuvre-là qui a été vendue dans un encan pour financer je ne sais pas trop quoi. Puis j'en avais fait l'acquisition. Personne n'en voulait. Donc, cette sculpture-là, il l'avait installée devant une école. Puis, elle faisait le bonheur des Dibous dans ce coin-là, la ville de l'Abbé. Moi, j'ai quitté la région pendant un certain temps. Puis, un jour, j'ai passé devant l'école. Elle n'était plus là. Elle avait disparu. Les gens l'ont sauvagement démonté, sans demander l'avis à la population. Je me souviens quand je l'avais légué à la ville de l'Abbé, parce que des artistes léguaient leur œuvre lors d'un événement. J'avais été reçu par la ville de l'Abbé dans une immense salle, c'était plein de monde. Et j'avais donné comme un devis d'entretien à chaque année, vérifier les boulons d'acier, faire un petit entretien. Ils n'ont jamais fait un sou d'entretien. Alors, c'est sûr que du bois avec ce qu'on appelle des boulons d'acier, à un moment donné, bien, ça demande à être réparé. Ça aurait été minime de le faire. Alors, à un moment donné, ils disent, eux autres, que c'était dangereux. Bien, c'était peut-être à quelque part dangereux pour quelques planches. Puis s'il avait entretenu minimalement à tous les 2 ans, il n'y aurait pas eu ce problème-là, puis il l'aurait gardé. Tu sais, un cheval de bois, me semble, ça devrait pas être menaçant, ça. Maintenant, me semble, ça broute de l'herbe, tu sais. Mais on a trouvé des raisons pour... certainement très justifiables au niveau des fonctionnaires, pour l'éliminer, tu sais. Fait que c'est triste parce que, d'un point de vue historique, c'est comme détruire son histoire. Au niveau de l'art, c'est triste parce qu'au fond, ça montre un désintérêt, tu sais. C'est comme quand ils détruisent une de mes sculptures, j'en ai eu plusieurs de détruits, tu recommences pas. Tu n'as plus le goût de recommencer ça. Tu n'as plus le goût d'insister. Tu dis, écoute, vous l'avez détruit. Moi, c'est ma position. J'ai pas l'argent pour la refaire. Ça aurait pu vivre longtemps encore, ça. C'était très fonctionnel dans la ville. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand les gens sont bêtes, hein? Tu ne vas pas te battre contre ça. Au Québec, et probablement bien des endroits ailleurs aussi, on n'a pas appris à entretenir puis maintenir des œuvres comme ça. Dès qu'il y a un petit problème, on se dit « Ah, c'est la faute de l'œuvre, on l'enlève. » Si on n'avait pas, on n'aurait pas de problème, alors on l'enlève. C'est assez pénible à constater. À Terrebonne, en 1984, sur le site d'un ancien moulin, on érige une bibliothèque. L'artiste Pierre Leblanc y crée une sculpture environnementale. Cette œuvre-là, en ce moment? Fatigué. Le bois pourri, as usual, parce qu'à un moment donné, il savait qu'il fallait le traiter, ils ne l'ont jamais fait. C'est toujours pareil, là. Puis là, ils l'ont scié parce qu'il y avait peur que ça tombe dans la vitrine, puis effectivement. Après ça, j'ai été fait un tour. Avec toutes les poulies de bois qui étaient là, toutes déglinguées, ben, ça pourrit. Mais c'est sûr, si tu fais rien, tu sais, c'est l'entretien minimal, là. Non, on décolle ça, on va mettre de la mélamine. C'est beau, puis du beau plastique, là. Pas d'entretien.
C'est ça, mais ils le savent tout, là, parce que quand on livre un édifice, là, c'est marqué l'entretien, les conseils. Je suis pour ça, à un moment donné, moi, je suis tanné d'en envoyer. Le monde dit, hey, vous n'avez pas envoyé le devis d'entretien à une sauce fucking what, là, c'est. Pour le plus que tu vas en faire, là. Et nous, il va se perdre de quelque part, là. C'est toujours le même. Fait que. C'est pas grave. Pour ça, je sais que. Celle-là, je me suis dit, tiens, ça a pris 25 ans, puis elle est morte. Bon, ben, ça a duré 25 ans dans la place publique, ça. Mais là, ils veulent la restaurer, donc. Qui disent? Ben, je dis, on peut la détruire aussi. Moi, c'est pour ça que j'en fais beaucoup. Moi, mon but, c'est d'en faire, je sais pas, j'ai marché à des cadences de 7 par année, là, j'en fais. Là, je suis rendu à 60 et quelques, là. Ben, je me dis, ils vont en débarquer une par année. Ça, c'est comme officiel. Soit que le matériau va tomber, mais moi, je serai pas là pour toujours les défendre, là. Moi, je calcule que je vais être encore sur la place publique au moins pour 65 ans. Une par année, il va toujours m'en rester une en 65 ans encore, là. Alors moi, j'avais travaillé dans 100 tonnes d'argile pour créer une immense vulve pour permettre aux humains de venir revivre leur naissance. Alors, ils rentraient dans le vagin au centre. C'était les lèvres inférieures d'argile que je maintenais toujours humides pour la réaction. Justement, quand le corps rentrait, il y avait une oppression, il y avait une sensualité de la présence de l'argile aussi. Donc, une association psychologique avec le liquide amniotique et avec la sensualité de la vulve humaine. Carole Proulx, tu sais, qui s'est fait passer le bulldozer dans une œuvre qu'il avait créée au Symposium, le même Symposium où cette œuvre-là a été créée. Le maire n'avait pas aimé ça. Il comprenait pas, tu sais, qu'on puisse... Fait que quand on comprend pas, ben on dit, je pense qu'on cherche à éliminer. D'autres œuvres subissent le même sort et sont carrément détruites. Comme celle de Raymond Mitchell, qui prend le chemin de la décharge à la fin du Symposium d'Alma en 1965. Celle de Suzanne Tremblay, disparue des murs d'une banque au Saguenay. Ou encore Corridor, un gigantesque musée de 8 km à ciel ouvert, installé sur la rue Sherbrooke à Montréal au moment des Jeux olympiques de 1976. Le tout sera démantelé en une nuit sur les ordres du maire Jean Drapeau, qui trouvait ça laid. Pour le musée Louis-Aymon, l'artiste Roland Thibert crée Femme et Terre, rendant ainsi hommage à Maria Chapdelaine. La sculpture est odieusement rebaptisée L'Hymen à Maria. Une œuvre qu'on va insulter, chahuter, caricaturer, recouvrir de la bâche rouge de la honte pour tenter de la cacher. Le ministère de la Culture interviendra finalement pour qu'on ne touche pas à l'œuvre. C'était vraiment, à l'époque, c'était les confrontations. Les sculpteurs, c'était des moyens baveux, là. Je sais, j'en viens, puis j'en suis un, moi, avec. Puis c'était toujours en guerre contre tout. Fait que, à un moment donné, quand tu sèmes la guerre, tu peux pas avoir la paix, c'est impossible, ça. Ici, sur la place Jacques-Cartier, il y avait une œuvre de Gilbert Boyer. Mémoire ardente avait été commandée par la Ville de Montréal pour souligner le 350e anniversaire de sa fondation. On l'enlevait parfois lorsqu'il y avait des tournages de films d'époque, puis on la remettait en place. Mais maintenant, aurait-elle disparu pour de bon? À Montréal, le sculpteur de renommée internationale Charles Daudelin a créé une agora et une fontaine spectaculaires surplombant l'autoroute Ville-Marie. Cette fontaine, maintenant asséchée, est à l'image de la désolation du lieu. Le 5e étage du Casino de Montréal est en réfection en ce moment. Et on ne sait toujours pas ce qu'il adviendra de l'œuvre de Serge Lemoine. Sera-t-elle protégée? Suite à un concours lancé par la Ville de Montréal pour créer une œuvre à l'île des Sœurs, le projet Milieu humide a été choisi par un jury pan-canadien parmi une centaine de propositions. C'est la porte d'entrée à l'île des Sœurs, donc il fallait trouver une idée qui allait être générateur de sens pour cette porte d'entrée. Et on a travaillé l'idée du milieu humide qui était présent à l'époque sur l'île des Sœurs,
qui l'est peut-être de moins en moins, mais qui pour nous, était essentiel à notre compréhension de l'île des Sœurs. L'idée principale, c'est de créer cette forêt de roseaux artificiels qui sont enlignés selon des axes, qui fait que quand on tourne alentour du milieu humide, il y a un jeu de parallaxe qui fait que les lignes s'alignent, se désalignent, se réalignent. Donc, il y a un mouvement naturel. Évidemment, pendant l'été, tout est vert, tout est très saturé. L'automne, on voit vraiment les végétaux qui sont au deuxième plan. L'hiver, c'est vraiment le vert des tiges sur la neige qui est très impressionnant. Et la nuit, c'est tout le jeu des réflecteurs et des luminaires d'ailes sur les tiges. Depuis son installation, les critiques fusent de toutes parts. On veut se débarrasser de l'œuvre. C'est sûr que dans un premier temps, c'est un projet qui peut être un peu choquant. Et il y a eu effectivement beaucoup de pression de la part de certains résidents qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec soit la facture très contemporaine du projet, soit avec certains aspects esthétiques du projet. Il faut noter que le projet n'est pas encore tout à fait fini, pas encore tout à fait rodé, donc il reste des choses à mettre au point. Et d'un autre côté, un aspect, soi-disant, sécuritaire, parce que c'est au milieu d'un rond-point. J'espère qu'à terme, quand le tout va être fini, il va y avoir une plus grande part de la population qui vont apprécier le geste. C'est la deuxième plus grosse sculpture de Calder dans le monde. La première est à Mexico, qui s'appelle le Soleil, le Sol. Puis ici, c'est The Man qui a fait pour l'Expo 67. C'est une commande qu'il y a eu à l'époque. 60 tonnes de stainless et à peu près 4 à 5 tonnes de boulons là-dedans. C'était colossal, ça. Puis c'était pas loin des laines de Champlain à l'époque. Puis une fois comme ça, quand j'avais été, je sais pas pour quelle réception, là, tu vois ça, tu fais, peut-être M. Calder était si proche que ça. Ah bon, OK. Puis là, il y a une clôture autour, ça. Tu fais, puis là, la clôture, c'est pour mettre les vidanges, là. Je dis, hey, as-tu vu Calder? C'était les 2 pieds dans la marde, là. On l'a laissé de même. Ah ouais? Puis là, il y a une fille avec nous autres. Elle a été prendre des photos. Puis, à un moment donné, je reçois ça chez nous, là, ça, la revue, comme quoi. Ah, tiens, ils ont pris des photos de Violette ou je sais-tu. Puis, ils l'ont mis dedans. Avec les vidanges? Avec les vidanges, mais c'est pour montrer, finalement, est-ce qu'on est si fiers que ça d'avoir un Calder? Ce petit flyers-là, 10 feuilles brochées ensemble, là, faites homemade, là, quasiment à la Gestetner à l'époque, là, t'sais, avec les photos, la sculpture des pieds d'un vidange, là, mais là, les filles de Calder qui sont aux États-Unis puis en France, là, wow! C'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est notre père, ça. Puis Calder, il était partant. Hey, tu nous feras pas ça, toi, là? T'es qui, Ticoun, là? Québec, Montréal, where is that? Ça, on va aller voir ça, nous autres, là. Là, un ultimatum, hein? Hey, les droits de succession, là, nous autres, on est dedans, là. Si vous faites rien pour réhabiliter cette œuvre-là, on la sort d'ici puis on la ramène ailleurs. On fait, ah ouais? Ah bon? Puis là, ils ont voté des budgets de quasiment 400 000 $ à l'époque. Hein? C'était beaucoup. Pour la localiser, bien là, t'as quelqu'un qui pousse en arrière. Là, tu fais, wow, là, c'est... OK, c'est sérieux, de bord. OK, c'est sérieux. Ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent. Il faut toujours que ça vaille quelque chose. Si ça vaut rien, c'est pas bon. Les œuvres que Jordi Bonnet a créées pour les églises sont encore à ce jour bien conservées. Comme ici, à Saint-Raphaël de Jonquière. On est parti, le curé, Fernand, moi, puis on a quasiment fait le tour de la province. On a visité plusieurs artistes. Et puis, ben, quand on a vu celle de Jordi Bonnet, on a dit, ben, ça serait beau, ça. Ouais, Jordi Bonnet nous a convaincus parce qu'il nous a montré, à un moment donné, des esquisses, des essais qu'il avait faits. Et lui, sa recherche, c'était d'arriver à dessiner des choses avec l'émail sur tuile, là, représenter des personnages, représenter des... Alors, il avait essayé de mettre ça au point, puis il avait fait une chose qui était pas mal. Puis on s'était dit, tiens, s'il a pu faire ça, c'est l'artiste qu'on cherche.
Jordi Bonnet. Les églises, on ne pourra pas toutes les sauver. Il va falloir faire un choix. Parce que les gens sont moins croyants, sont moins ci, sont moins ça. Ils n'ont pas d'argent pour les conserver. Tu peux garder quelques témoins importants, mais tu vas en garder peut-être 50, mais pas 2000, pas 4000. T'as pas l'argent pour. J'aime assez ses œuvres, puis je trouve que les hôtels sont assez émouvantes. Je sais pas si c'est un mot qu'on peut dire, là, mais c'est si beau, puis c'est tellement symbolique et significatif, là, que moi, quand les jeunes viennent, là, les sculpteurs des universités, là, j'aime donc ça leur montrer. Parce que c'est comme un rocher qui sort de l'océan, de la mer, qu'on peut dire. Puis c'est ça, c'est évocatif de la vie. Et puis, on voit les pipes, oui, qui est l'eau qui sort pour la vie. Après ça, on voit les raisins et puis le blé. Puis ça, c'est la nourriture qu'on reçoit quand c'est l'Eucharistie. Et puis c'est si beau, moi, je trouve ça assez beau. Puis ça, c'est les 12 tribus d'Israël ou les 12 apôtres. Et puis quand c'était fini, le curé du temps, c'était Father Francis Sullivan. Et puis M. Bonnet est venu avec un maillet. Un maillet. Et puis ça, c'était tout symétrique. Puis là, il a commencé à briser tout ça là, pour que ça soit pas symétrique. Et puis, monsieur le curé du temps, il dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Puis il était tout très, très nerveux. Puis il dit « Monsieur Bonnet, il dit ça, c'est mon œuvre, puis ça va être comme je le veux. » Très gentil, par exemple, quand il l'a dit. Mais ça a fait un peu de... En tout cas... Puis on a mis ça ici parce que les vêtements des célébrants, ils s'accrochaient sur... Parce que c'est fini roughly. Et puis les vêtements s'accrochaient. Fait que là, on a mis ça là, aussi pour sauvegarder l'œuvre parce qu'il y a des petits morceaux qui commençaient à tomber. Des fois, on en trouve des petits morceaux de... Oui. Alors, on les cache. On les met dans les tuyaux. Certaines œuvres de Jordi Bonnet ont été rescapées et restaurées grâce à des efforts individuels et collectifs. En 62, j'ai reçu une murale de lui qui soulignait mon travail comme photographe. Ça représente un groupe de gens qui viennent chez le photographe. Maintenant, je l'avais placé sur la devanture de ma maison au moment où j'étais encore actif en photographie. Mais par contre, comme elle avait été collée sur du mortier, elle avait tendance à vouloir décoller. Alors on l'a décollée, puis on l'a camouflée dans mon sous-sol pendant plusieurs années. Puis cette année, on l'a sortie pour faire la restauration. C'est un beau souvenir qui est là. Pas mal plus belle que sur des photos. Moi, j'ai un client, Robert Val, qui, dans sa maison, on avait une piscine intérieure. Et il me dit tout bonnement qu'il connaissait à Miami un bar là, où il y avait une belle murale avec des palmiers puis des baigneuses. Là.
Puis il dit, je connais le barman, il dit, il va me le vendre, sa murale. Alors moi, je lui avais dit, vous ne mettrez pas des palmiers à Roberval au bord du lac Saint-Jean. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. Mais je lui ai dit, si vous voulez, on peut dessiner, avoir des baigneuses qui seraient peintes sur le mur, qui seraient intégrées à votre mur. Et ça a été réalisé. Jordi Bonnet a fait les dessins, les émaux à son atelier. Suite à la vente de la maison, l'œuvre a été relocalisée dans les bureaux de l'entreprise familiale. Il y a des choses que j'avais oubliées, hein? C'est beau, hein? C'est intéressant de voir que des gens ordinaires là, qui ont su reconnaître que ça avait une valeur. L'œuvre qui est devant le musée des Beaux-Arts provient du ministère du Revenu, de quelqu'un qui n'avait pas payé ses impôts. Et on nous a contactés en nous disant, bon, mais c'est une œuvre qui vaut tant, est-ce que vous êtes prêt à la recevoir en échange d'un petit montant? Mais avant de la faire installer, il fallait faire un bon travail de nettoyage parce qu'elle avait été peinte. Donc, il fallait sabler ça et tout ça. Et on a fait installer la pièce ici, devant le musée. Et elle y vit très bien, là. Hein? Elle est très bien intégrée. Malgré qu'elle a eu quelques dommages, il lui manque des petits morceaux. On voit qu'il y a des places où c'est un peu troué. Mais ça n'enlève rien à la beauté de la pièce, ni à son équilibre. La composition reste très réussie. Donc, ça aussi, c'est un peu comme de l'archéologie, finalement, parce que les pièces de l'Antiquité qu'on retrouve, ou qu'on retrouvait, on en trouve moins aujourd'hui, mais qui sont la Vénus de Milo qui lui manque un bras, on ne remet pas le bras. Hein? On laisse la Vénus manchotte, ou toutes les pièces qui sont fragmentées, ça fait partie de la pièce, de l'œuvre. Donc, cette pièce-là, Les Trois Soleils, là, qui est à l'extérieur, ça fait partie de sa vie. Elle a perdu des petits bouts, mais elle en demeure pour moi très pertinente encore, très belle. On a fait une exposition sur la murale du Grand Théâtre de Québec. Et on a rencontré l'architecte du Grand Théâtre de Québec pour qu'il nous parle de son expérience et avec Jordi Bonnet, qui a fait cette murale-là. Donc, on s'est rendu chez M. Prusse, Victor Prusse, et il nous a accueillis et il nous a montré des plans, toutes sortes de choses. Et il nous a amenés sur son terrain, un grand terrain. Dans le fond du terrain, sous les feuilles, sous la verdure, il y avait un vestige, je vais l'appeler comme ça. En fait, c'est un petit muret de béton que Jordi Bonnet a fait là. C'était un essai technique. C'était simplement pour vérifier la solidité, parce qu'il avait conçu sa murale pour le Grand Théâtre de Québec avec une structure de métal derrière, comme un grillage métallique, et il voulait vérifier si c'était solide, si ça pouvait durer à travers les années. Donc, c'était ce muret-là qui était tombé après je ne sais combien... Bien, on le sait. La murale du Grand Théâtre de Québec, c'était en 69. Là, on était en 2002, donc faites le calcul. Il nous l'a donné, M. Prusse, le muret. Donc, on s'est rendu là avec une équipe de bras et on a déterré ça dessous les feuilles et on a transporté les parties de béton sur des contreplaqués. On a mis ça dans un grand camion, on a apporté ça ici et on a reconstitué ce muret-là, mais un peu comme des pièces d'archéologie. Le phare du Cosmos, commandé pour l'exposition universelle de 1967 à Montréal, était à l'origine une œuvre cinétique, dont le tronc et la tête tournaient indépendamment, au son d'une musique. Elle a été restaurée et relocalisée. Sauf qu'ils n'ont pas remis le moteur dedans et ils n'ont pas mis non plus le son, malheureusement. Alors, ils l'ont coupé de sa modernité. Parce qu'à l'époque, c'était d'avant-garde. Hein, moi, je suis pas pour le scandale. Alors, évidemment, il y a des batailles que je perds. Parce que je ne menace pas les gens. Ils sont sûrs, s'ils me demandent quelque chose, que
Je n'irai pas me balader dans la rue avec une pancarte ou à crier à la télévision ou à leur lancer des... C'est pas mon genre. Je vais essayer de les convaincre, oui. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas moyen de les convaincre, je vais me retirer, c'est tout. J'ai une murale à l'hôpital du Haut-Richelieu, il y a peut-être 5-6 ans. Les affaires culturelles m'ont demandé un jour, viendrais-tu avec nous autres à l'hôpital du Haut-Richelieu? Il faut absolument les convaincre de ne pas toucher à ta murale, parce qu'elle fait partie du 1 %. Alors, je suis allé, ils voulaient personne porte pour le verre. Alors, on a réussi à les calmer. Puis là, j'en ai une autre, qui est à l'hôpital universitaire de Sherbrooke. C'est encore une murale faite en béton blanc avec agrégat de marbre. Il n'y a pas grand-chose à y faire pour la remettre en état. Mais s'ils veulent la changer de place, comme l'idée qu'ils ont eue là, de couper le plafond, puis couper le bas, puis je vois tout transporter le mur, non, ils vont tout faire éclater parce que, d'une part, c'est du béton blanc posé à la truelle sur une armature d'acier, mais l'armature d'acier, elle se greffe sur un mur de terracotta, de blocs de terracotta. Ça va tout éclater. Moi, je leur ai dit, êtes-vous prêts à risquer de perdre l'œuvre? Fait que finalement, je dis pas qu'ils ont reculé, mais pas loin. En hommage au fondateur des Caisses populaires du Québec et pour souligner la construction nouvelle du complexe des Jardins à Montréal, on a invité des sculpteurs à soumettre des projets pour une œuvre monumentale. Plusieurs artistes ont fait des propositions, dont Charles Daudelin, Jordi Bonnet, Jesus Villalonga, entre autres. Mais c'est Yves Trudeau qui remporta le concours. Sa sculpture a été placée à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Urbain à Montréal. Mais il reste qu'elle était là quand même pas mal longtemps, quasiment 20 ans, si c'est pas plus. Quand un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit « Écoute, non, Yves, ta sculpture est plus là. » Ben, je dis « Voyons, tu veux rire, là? » Il dit « Tu me coupes pas, va voir. » Alors moi, j'ai commencé tout de suite à m'informer où elle était rendue. J'ai jamais pu savoir où elle était rendue. Et ça, j'ai fait un nombre incalculable de téléphones. Jusqu'à temps qu'un jour, je reçois un appel de musique de la Chine, me disant « Monsieur Trudeau, la Caisse populaire de la Chine est prête à nous donner votre œuvre qui était devant la place des Jardins et on l'installerait avec les œuvres le long de la rivière. » Ah, ben, j'ai dit, ça serait peut-être pas mal, de deux mots, on prend le moindre. Là, il dit, je vous emmène la voir. Alors, il m'a emmené à Saint-Hubert, dans un point d'épotoir, mais pas loin. C'est un ferrailleur. Et la sculpture était à même la ferraille, en trois parties. Et là, je vous avoue que je n'étais pas heureux parce qu'il l'avait enlevé d'une façon sauvage, je dirais. D'abord, il aurait pu me demander comment faire pour l'enlever. Je leur aurais dit, il y avait 2-3 petites trappes, là, quand on savait qu'elles existaient. C'était facile comme tout, de les enlever. Puis on avait accès, disons, au boulon d'inox, puis on pouvait défaire la sculpture en 3 parties. Rendu au moment où c'était réparé, elle était montée, disons, dans la cour de stationnement de l'usine, et elle attendait pour être chargée. Les caisses ont dit, nous autres, on ne paye pas pour le transport jusqu'à Montréal. La Caisse populaire de la Chine n'avait pas les moyens de payer le transport. Le musée, il ne l'avait pas, puis la ville de la Chine non plus. Fait que là, la sculpture était bloquée là-bas. Après bien des péripéties, la sculpture de Yves Trudeau a enfin trouvé refuge à Orford, dans les cantons de l'Est. Non seulement il l'a pris, mais il a fait faire un parc pour le recevoir. Vous l'avez vu, le parc? C'est plus beau là-bas que ça ne l'a jamais été à Montréal. En tout cas, ça a eu une fin heureuse. Mais il y a un temps, moi, je me demandais si on ne devait pas mettre des roues en dessous de cette sculpture-là. Ou encore pire, moi, pourtant, je n'ai pas ce caractère-là, mais je me suis demandé, je n'arriverais pas à mettre de la dynamite dans la sculpture, faire un mot du gros bang. Dès son installation sur les rives du fleuve, l'œuvre monumentale de Pierre Bourgault, sur la promenade du 400e à Québec, a été décriée et fortement critiquée par la population. Ce qui m'a fait mal, c'est pas qu'on en veuille à mon œuvre. Je pense pas être... De toute façon, je pense pas jamais être remis en question par rapport à une œuvre parce que le monde l'aime pas. Quand on se barre de quelque part. Ce qui m'a fait mal,
c'est la force, la ténacité et la méchanceté des gars comme de la radio à décrier cette œuvre-là. À Sherbrooke, à la fin des années 80, Pierre Bourgault gagne un concours d'intégration des arts à l'architecture. Il crée pour ce bâtiment très moderne une petite maison en aluminium d'inspiration victorienne à l'image de celle de la région. Cette œuvre crée aussi beaucoup de remous dans la population. Le fait de l'avoir mis oblique, ça a été la pire insulte pour les gens. C'est parce qu'on venait de leur bâtir à coups de millions un édifice très vertical, très horizontal, très propre, très clean, puis un gars qui vient en plein dans l'escalier de l'entrée. Et puis en plus, la sculpture est découpée pour fitter dans les marches comme s'il était calé dans le sol. Et puis il la penche en plus. Quelle insulte, hein? Ça a été... Mais j'ai fait exprès. Il y a derrière ça le grand prêtre, M. Mongrain, qu'on connaît bien, là, qui aime titiller les gens avec ses petites baguettes. Là. Et quand je suis arrivé chez nous, Mongrain venait de faire une émission là-dessus en disant... Une sculpture qui avait coûté, je pense, 32 000 $. Il avait dit que ça avait coûté 95 000 $, que c'était une horreur. Il avait décidé pour le monde que c'était une horreur. Et puis, il dégueulait sur l'art public et sur moi en même temps. Et sans me demander mon avis, sans me demander... tu sais, c'était vraiment pas démocratique. Et ça a parti le bal. Ça a parti le bal contre cette œuvre-là. Mais vous savez, ces papes-là qui sont disposés dans des endroits où ils ont un public incroyable qui les écoute, presque religieusement, comme les curés dans les églises autrefois. Puis ils décrivent la pensée. Qu'est-ce que vous devez penser pour ci, pour ça? C'est horrible. C'est vraiment... J'ai demandé de m'inviter. Il n'y avait pas de danger. Il ne m'a pas invité. C'était vraiment... ça m'a bousculé fort. Étant quelqu'un qui aime beaucoup chercher la polémique d'une façon naturelle, j'ai vu beaucoup d'œuvres, dont Sherbrooke, Promenade Champlain et plusieurs autres, se faire décrier partout. Et aujourd'hui, vous savez, à Québec, les gens se traversent la rue, ils savent que c'est moi qui ai mangé une volée pendant 3 semaines. Et les gens me disent « Merci, c'est beau, on aime ça ». Alors, ça s'installe tranquillement. C'était un travailleur, hein? C'était quelqu'un qui n'avait pas peur des défis. Si vous regardez la muraille du Grand Théâtre, par exemple, c'est une œuvre absolument gigantesque. Et ça prenait vraiment quelqu'un qui avait une détermination pour dire « je vais y arriver ». Parce qu'il était seul devant ce grand mur-là. Hein? Il avait en lui cette détermination, et je pense que c'était à sa mesure. C'était un ouvrage, pour ainsi dire, impossible, et pas pour lui. Alors ça a été une histoire invraisemblable dans ma vie. Jordi, elle m'avait interdit d'aller voir le Grand Théâtre. Il voulait pas que je voie le travail qui se faisait. Alors, donc, il m'a dit, écoute, viens avec nos enfants. Maintenant, c'est terminé, je veux que tu la vois. Alors, on a pris le train à Saint-Hilaire pour se rendre jusqu'à Québec. Je suis restée sidérée. Pétrifiée, c'est le mot. Parce que je connaissais le talent de Jordi, mais à ce point-là, non. Je pensais pas qu'il pouvait arriver à ce degré-là. Mais moi, je l'aime beaucoup, cette œuvre-là. Vraiment, je la trouve extraordinaire. Puis belle à part de ça, mais vraiment très forte. Quelle force cet homme-là, qui avait seulement un bras, a réussi à faire. C'est toute la force du catalan, je pense. Quand les gens ici ont vu la muraille pour la première fois, puis ils ont vu la phrase « Vous êtes pas tanné de mourir, bande de caves, c'est assez », qui était la fin d'un poème de Péloquin, mais eux, ils savaient pas. Les Québécois l'ont pris comme une insulte personnelle, tandis que, dans le fond, c'était une œuvre qui était faite pour la planète au complet, en disant, voilà, moi, je suis pour la vie et non la mort, et pour la liberté et non pas pour l'inverse.
Jordi Bonnet, qui avait connu la guerre d'Espagne et tout, et qui d'ailleurs, sa murale, la murale de Jordi Bonnet, c'était un ouvrage contre la guerre. Il nous montre les horreurs de la guerre. C'est ce que la murale raconte. Vous n'êtes pas tanné de vous détruire? Vous n'êtes pas écœuré de mourir? Bon, etc. C'est ce que ça voulait dire. Mais Roger Lemelin, l'écrivain, lui, il avait fait une descente et il n'avait rien compris. Parce qu'à l'époque, il y a été même un moment où on aurait souhaité qu'elle soit démolie. On est très méprisant par rapport au travail des artistes, tu sais. Puis on va jusqu'à s'attaquer aux objets comme tels, tu sais. Alors, en plus que Jordi était malade, bien, il a fallu qu'il subisse toute cette controverse qui lui a fait infiniment de peine. La peine était immense en lui, parce qu'il venait de donner tout ce qu'il pouvait donner. C'était un coup de poignard dans le cœur certain. Le travail de l'artiste, là, c'est d'essayer de dépasser certains cloisonnements, tu sais, puis c'est d'essayer de nous amener à évoluer, à dépasser nos frontières intérieures, tu sais. Puis non, ça nous insécurise de dépasser puis d'être instable. Faut qu'on comprenne. C'est pas grave si on comprend pas. Parce que Molinari, moi, face à un tableau, tu sais, à un moment donné, j'avais fait un film sur l'histoire de la peinture au Québec, et j'ai dit, la misère, là, tu sais, c'est toutes des barres bleues, tu sais, puis tout ça. Il dit, ça me met une mauvaise humeur. Là, il me regarde avec un grand éclat de rire. Il dit, c'est déjà ça. Tu sais, c'est déjà ça. T'es en calvaire. Ben, ça a fait de quoi, tu sais? Puis là, il m'expliquait, tu sais, toute la question des monochromes, puis tout ça, puis ses livres de mathématiques. C'est de considérer que les artistes, souvent, ce qu'ils font, c'est pas gratuit. C'est réfléchi. C'est souvent beaucoup de travail, tu sais. Puisque le programme d'investissement dans l'art public existe depuis 50 ans, ça veut dire que nous, au Québec, on a fait un choix de garder ce programme-là. Au fédéral, ça a duré 8 ans. Bon, nous, on a fait un choix. On veut garder ce programme-là. Mais dans la mesure où on dit on fait un choix, il y a une responsabilité qui vient avec le choix. Et la responsabilité, c'est la conservation. C'est le visage de notre civilisation dans ce moment-ci. Plus tard, nos enfants verront comment on vivait, un peu grâce à ça. Un peu comme les écrits. Les écrits, c'est ça. Excepté que les monuments publics, c'est des écrits. Des écrits en pierre, des écrits en bronze, des écrits en métal. Et ça raconte un peu comment est-ce qu'on vit présentement.